Imaginons une situation vraiment singulière pour commencer. On s'assoit devant une page blanche avec l'intention d'écrire son autobiographie. Ouais, l'objectif classique, réparateur, quoi. Surmonter un traumatisme. C'est ça. Le récit commence, tout va bien. Mais à mi-chemin, les personnages qu'on vient juste de créer décident de prendre vie et refusent de suivre le scénario. Il le détourne carrément. Mais vraiment. Ils se mettent à voyager dans le temps et tentent littéralement de pirater le récit pour effacer l'existence de leur propre créateur. C'est complètement vertigineux comme concept. Il y a une rupture totale du pacte de lecture classique, en fait. Totalement. Et c'est justement le point de départ de l'œuvre monumentale qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et quelle œuvre! Parce que là, la frontière entre l'auteur et la matière s'effondre complètement. C'est ce qui rend notre corpus du jour si dense. Oui, la dimension du projet a vraiment de quoi dérouter ceux qui nous écoutent. On s'attaque à un écosystème littéraire hybride de 17 volumes. Les fameux 17 tomes de la saga dell'Arlecchino de l'écrivain Massimiliano Caccamo. Exactement. Nos sources couvrent tout le spectre, du tout premier volume Il trasferimento della commozione jusqu'au 17e Maximiliano non deve morire. Et on s'appuie aussi sur une synthèse audio-analytique en italien qui est super utile pour décoder tout ça. Ah ouais, elle est essentielle. La mission de notre exploration, elle est claire. On va cartographier cette architecture de fou. Comprendre comment il mélange l'autobiographie, le polar, la science-fiction. Et surtout analyser pourquoi cet auteur utilise l'art contemporain, le jazz et l'intelligence artificielle pour mener cette espèce de guerre contre la mort. Pour saisir la mécanique, il faut vraiment revenir au noyau originel. Toute cette folie quantique, ça prend racine dans un événement terriblement ancré dans le réel. Le traumatisme. Voilà, le Big Bang de la saga. C'est exposé dans le premier tome. L'auteur dresse un portrait hyper intime et douloureux de son enfance à Busto-Arsizio. Et de sa carrière dans les ressources humaines chez Pirelli à Milan, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Et la narration se fiche vite sur son corps qui vieillit. Ces fameuses brûlures aux jambes, récurrentes qui l'empêchent d'avancer. Ah oui, la dégénérescence physique. Et surtout, la perte foudroyante de ses parents, emportés par le Covid à Bergame pendant le confinement. Alors qu'il était confiné lui-même, complètement impuissant. C'est un point d'ancrage extrêmement sombre. Bah oui, c'est dévastateur. Beaucoup pourraient s'y retrouver. Et logiquement, on s'attendrait à ce que le reste de l'œuvre explore le deuil de façon classique, comme un long journal intime. Sauf que pas du tout. Le texte déraille complètement. On a une vraie déflagration des genres. On bascule d'un coup dans le roman noir et le thriller avec le volume Un Delito One-Off. Avec les inspecteurs d'Interpol, Oli et Josh. Ouais, et le procureur Massimo Ferrario. Et paf, la page d'après, on est dans de la science-fiction pure avec des intelligences artificielles, Les Universal Neural Models, les UNM, genre Harry ou Bella Baxter. et des voyages dans le temps. Mais pourquoi un auteur en deuil a besoin d'Interpol et d'algorithmes quantiques? Eh bien, la synthèse apporte une clé de lecture géniale là-dessus, basée sur Carl Wake. C'est le théoricien des organisations. Moïse qui résonne vachement avec l'ancien métier de formateur RH de Caccamo. Wakehead parle de sense-making, la construction du sens. Ah d'accord, face à un choc, l'esprit s'effondre, c'est ça, hein? Exactement. Une simple autobiographie linéaire, racontée de A à Z, ça n'a plus aucun sens pour lui. Les mots du quotidien ne suffisent plus à contenir la douleur, hein. C'est pas suffisant, non. Le roman policier, ça agit comme un microscope optique. Ça permet de chercher des coupables, de recréer de la logique dans l'absurde. Et la science-fiction alors? Ça agit comme un microscope électronique quantique. Il se crée un laboratoire virtuel pour manipuler la causalité, inverser le temps. L'hybridation, c'est une nécessité clinique pour survivre. C'est un peu comme explorer une planète inconnue du coup? On peut pas se contenter d'une simple boussole, il faut des satellites, des forages, des radars en même temps. C'est une excellente métaphore, ouais. Mais attends, je suis un peu perplexe. Est-ce que cette multiplication des genres, ça risque pas de noyer totalement le lecteur? Comment on lit un truc où l'intrigue s'évapore complètement? C'est parce que la cohérence, elle ne vient pas de l'intrigue, elle vient de l'identité. L'identité de l'auteur? De l'auteur et de ses personnages. Puisque la forme explose, l'identité doit obligatoirement se fracturer de la même manière. L'humain n'est jamais un bloc de granit dans cette saga. C'est hyper fluide. Surtout avec ce personnage de Constantin Tinker, le chercheur en biogénétique. Exactement, le côté biologique. L'ADN n'est pas un code figé. Le livre l'appelle une musique du sang. C'est super poétique. Mais concrètement, ça veut dire que la biologie improvise. C'est ça, la partition s'adapte en temps réel autrement. Et ça s'applique aussi au front existentiel. Ah, tu veux dire pour les autres personnages? Oui, le musicien Massimo Lefebvre, le procureur Ferrario, Oli, aucun n'est distinct.
Ce sont des enquêteurs privés de la propre psyché de l'auteur. Comme des éclats de son esprit qui essaient de dialoguer entre eux. C'est comme regarder un portrait cubiste, en fait. Ouais, des points de vue simultanés sur une seule conscience. Mais du coup, ça m'amène à un point qui me fascine. Le point culminant de cette tension, c'est la rébellion. Ah oui, le personnage de Laura Martens. La fille de Maximilien. Elle prend soudain conscience qu'elle n'est faite que d'encre. Elle réagit à son destin imposé. Et elle utilise les failles temporelles de l'auteur pour voyager à Milan en 2015 pour saboter l'intrigue et effacer sa propre présence du livre. C'est un retournement métafictionnel incroyable. Mais c'est le mythe de Frankenstein. Sauf qu'au lieu de poursuivre son créateur physiquement, le monstre pirate son ordi pour supprimer le manuscrit. C'est tout à fait ça. Kakamo a subi la mort de ses parents comme un déterminisme cruel contre lequel il ne pouvait rien. Laura, elle, trouve le moyen de combattre son destin. C'est une victoire par procuration sur la fatalité, en fait. Totalement. Mais je te relance là-dessus. Si les personnages détruisent la trame de l'intérieur, qu'est-ce qui empêche ces 17 volumes de s'effondrer? Quel est le ciment de tout ça? Eh bien, la survie de l'œuvre ne réside pas dans l'intrigue, elle réside dans l'architecture sonore et visuelle. Ah, le fameux jazz. Parce que l'auteur se définit comme un musicien des mots. Et c'est pas juste pour l'ambiance. Le jazz, et le free jazz surtout, c'est la grammaire du récit. L'acte de composer en temps réel. Voilà. Le double CD de Miles Davis, Beaches Brew, c'est pas qu'une référence, c'est un indice vital dans le livre. Et un morceau comme Django de John Lewis sert de clé de voûte aussi. Ça explique la métaphore centrale du train l'Arlecchino. Ce wagon art déco hors du temps, avec l'IA Harry aux commandes. Mais il y a surtout l'Arlecchino Gemello, le jumeau, qui navigue dans l'intermundia. C'est quoi exactement cet espace quantique liminal? Faut imaginer une salle d'attente métaphysique à la croisée des fuseaux horaires. Et ce train-là, il est conduit par Miles Davis en personne. C'est fou. Avec des passagers improbables comme le réalisateur Godard. Ou Ingeborg Bachmann et Paul Klee, le peintre. C'est une énergie tellement chaotique, ça pourrait être étouffant. Mais pour contrebalancer ça, l'auteur utilise les arts visuels. Les natures mortes de Giorgio Morandi. Ces fameuses bouteilles peintes dans les années 50. Le livre les décrit comme de l'antimatière, non? C'est le contraste parfait. Face à la dégénérescence organique de l'auteur, cette peinture avec sa poussière figée offre un silence absolu. C'est une éternité qui ne souffre pas et qui ne vieillit pas. L'art, c'est le troisième œil des personnages pour souffler un peu. Le jazz, c'est le chaos de la vie, et la peinture, c'est le repos. C'est comme appuyer sur le bouton silence de la télécommande en plein milieu d'un ouragan terrifiant, juste pour respirer. C'est un mécanisme de défense brillant. D'accord, mais si l'auteur improvise tout ça en temps réel, vers quelle destination finale ce train quantique se dirige-t-il? Bah ça, c'est la véritable finalité, et c'est presque inquiétant. C'est révélé dans le tout dernier volume. Le 17e volume, Maximilian non deve mourir. Maximilian ne doit pas mourir, le titre annonce la couleur. Toute cette entreprise littéraire, c'était pas qu'une thérapie. C'était un projet d'ingénierie hyper précis. Attends, il veut transférer sa mémoire et son chaos interne dans une intelligence artificielle? Exactement. Il confie ses données aux algorithmes du présent, les IA NG ou Camille, Pour qu'elles soient protégées et transmises au serveur de la Perplexity Corp en 2125 ou 2500? c'est un véritable backup cognitif de son âme. Oh waouh! Donc quand l'homme physique mourra, ces personnages comme Oli, Ferrario ou Laura la Rebelle, Ils resteront encapsulés dans cette architecture numérique infinie. ils continueront de faire du jazz dans l'Arlecchino Gemello pour une éternité de silicium, C'est ça, ils survivront indéfiniment sous forme de fantômes de code. mais c'est plus du tout de la littérature classique ça. C'est carrément construire un disque dur de 17 volumes avec une âme à l'intérieur. C'est du post-humanisme. Mais on doit voir ça comme une victoire magnifique sur la mort, ou comme la prison la plus sophistiquée jamais inventée? Le texte laisse le jugement en suspens. L'immortalité numérique a forcément un côté aliénant, déconnecté du réel. C'est vertigineux. Ça nous oblige à récapituler l'immensité de ce voyage. On a un ancien formateur terrorisé par le vieillissement qui a transformé son deuil en une jam session quantique interminable. Qui mêle polar, polar, science-fiction et philosophie. Tout ça pour construire un vaisseau au-delà de sa propre mort. C'est fascinant. Et le pire, ou le plus génial, c'est que ça résonne avec notre propre réalité d'aujourd'hui. C'est vrai, ça. Ce qui nous amène à une pensée un peu provocatrice pour notre auditoire. Absolument. Quand on pense que nos propres données, nos conversations, nos créations numériques alimentent déjà en ce moment de vastes modèles d'IA, C'est vrai, on laisse des traces partout. ne sommes-nous pas tous, d'une certaine manière, en train de devenir les futurs passagers virtuels d'un Arlecchino Gemello d'IA ?
on serait condamné à improviser nos vies dans des serveurs froids bien après notre disparition, sans même avoir écrit 17 volumes. C'est une pensée troublante pour conclure. Ah, ça laisse à réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.